David, salut, ravi de te voir ici au Norscan chez nous. Ouais, c'est le bureau dans lequel on a le plaisir de bosser tous les deux. Ouais, bureau magnifique. Je sais pas si on voit un peu la vie, mais c'est un vrai plaisir de travailler ici depuis 1 an et demi quasiment. Et je suis toujours content d'inviter les amis parisiens qui nous écoutent pour prendre un peu le soleil ici à Barcelone. On énerve. On donne envie souvent aux copains qui n'ont pas la chance d'avoir une vue mer comme ça. On est chanceux. Voilà, on est chanceux, exactement. C'est comme ça qu'il faut le dire. Alors, rassemble nos pensées pour... moi, j'aime bien faire aussi en condition du réel. Donc, pour les gens qui nous écoutent, l'ordi vient de nous planter. Donc, on réenregistre les 15 premières minutes. Écoute, avec toi, on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, un peu comme à chaque fois. Mais on va parler aussi de product. Pour te refaire un peu le résumé, je vais te poser une question qui va être centrée autour du product. Et du coup, tu vas essayer de m'y répondre en 3 temps. La première fois, comme si j'étais un enfant d'une dizaine d'années. C'est le moment où ça nous permet de faire un peu de pédagogie, tu m'expliques les différents concepts. La deuxième fois, au deuxième moment, quand j'ai un peu grandi, j'ai 18-20 ans, un jeune actif, tout jeune actif, ou même pas encore d'ailleurs, potentiellement. Et la troisième fois, j'ai plutôt 45-50 ans, et je suis CEO d'une boîte. Et ensuite, on parlera de toi, dans ton parcours, tes plusieurs vies, puisque tu en as déjà eu quelques-unes. Et puis, on finira bel endroit chez Norscan pour parler un peu d'impact. Au sens général, est-ce que ça te va comme programme? Ouais, génial. J'ai pas encore la chance d'être père de famille, donc contrairement aux papa-maman que tu as eu sur le podcast et qui ont peut-être un peu plus de facilité à parler de leur job à un enfant de 6-10 ans, voilà, ça va être nouveau pour moi. Je vais me tester à l'exercice. Ouais, bon, après, on se met pas trop en pression. C'est le moment où ça permet de vulgariser. A priori, les enfants de 6-10 ans sont pas très intéressés par le fait de nous écouter, donc il n'y a pas un enjeu énorme, mais ça nous permet au moins de nous forcer à vulgariser un peu. Au début, je disais 6-7 ans sur les premiers épisodes, et puis tous les vrais papa-maman me disaient que, je suis pas non plus encore papa, me disaient que dans 6-7 ans, tu pouvais pas expliquer, c'est un peu trop tôt pour expliquer des trucs autour de l'intelligence artificielle. Papa, il a 11 ans, ça peut commencer à passer. Ouais, voilà, encore, on peut faire ouais, le papa, il est pas là la journée, quoi. Le papa et maman, ils ont un métier et des points barres. Du coup, la question, donc on a dit qu'on avait parlé de product. La question, bon, elle est double, hein, c'est un peu pourquoi et comment je peux, peut-être même je dois utiliser de l'intelligence artificielle, de l'IA dans mon product, dans mon métier de product et dans mon product de manière générale. Donc le premier moment, je suis un petit Jérémy d'une dizaine d'années. Est-ce que tu peux, peut-être sans rentrer dans des grandes explications, Je vais faire m'expliquer les grands principes? T'étais un peu geek quand t'avais 10 ans? Ouais, à 10 ans, pas trop, mais je suis devenu après. Mais bon, beaucoup de... On avait les ordi. Ouais, dis chichi un petit peu. Si j'avais l'ordi dans la chambre. Je vais utiliser l'exemple de jeux vidéo. Alors, pour parler à un jeune de 10 ans, je pense qu'en fait, ce que j'ai expliqué très simplement à un jeune de 10 ans, c'est s'il joue à des jeux vidéo, en fait, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un peu son super pouvoir dans un jeu vidéo. Sauf que ce super pouvoir, il y a 80% des joueurs qui l'ont. Donc, s'il ne l'utilise pas, il se fait dézinguer dans le jeu. Donc, il vaut mieux qu'il apprenne à l'utiliser. Et c'est un super pouvoir qui va dupliquer l'impact de toutes ces... Alors, pas les armes, parce que je ne serais pas forcément super fan des jeux un peu violents, mais enfin voilà, tous les outils qu'il a à sa papille. On peut prendre l'exemple de Minecraft. J'imagine qu'il y a plein de jeunes adolescents qui jouent à Minecraft. Moi, ce serait un peu pareil, quoi. C'est un peu comme si moi je commence à jouer à un jeu avec des copains, que tous mes copains ont les cheat codes et que je suis seul à essayer de pas les utiliser. Exactement. Mais pour la beauté du jeu, Et pour la beauté du jeu, oui. moi je faisais partie de ceux qui voulaient y aller à la dure, tu vois, mais Ouais, moi j'avoue, dans les Sims, j'y allais vite où je me faisais 2 types de parties, tu vois. bon, dans l'entrepreneuriat, on apprend que c'est idiot de s'en passer. Ouais, c'est vrai. Avec le recul, maintenant, je me rends compte que c'était pas si idiot de faire des gruges quand on était plus jeune à l'école, et que si tu savais bien les faire, finalement, ça te faisait développer une autre intelligence. Ouais. Après, on verra les limites. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ok, et je te disais avant là que c'était un exemple que j'aimais bien, et enfin non, d'ailleurs, avant, là, on parlait de jeux, avant, on parlait de super-héros, donc ça marche pas ce que je t'ai dit. Ouais, on oublie. Ok, trop cool. Donc ça, c'est plutôt l'intelligence artificielle. Là, tu l'as un peu fait, mais si tu essayes de me définir aussi le product, le produit en lui-même, parce que c'est un métier dont on entend beaucoup parler dans la tech, dans l'entrepreneuriat, dans le monde des startups. Mais au final, un enfant de 10 ans, ça lui parle un peu moins. Et même de manière générale, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et à qui ça parle pas trop. Ouais.
Bah, j'aime bien faire le parallèle avec je vois vraiment le product comme un architecte en fait, hein. Si tu as 10 ans, papa, maman ou tes parents, ils veulent avoir une nouvelle maison, ils vont faire appel à quelqu'un qui va écouter leurs besoins, peut-être tes besoins aussi pour préparer ta chambre, l'espace que tu veux, comment tu te vois évoluer dans ta chambre, enfin voilà, et ce que tu as envie de faire dans ta chambre. Et donc, pour ça, il va vous écouter et puis après, il va faire une maquette qui est à peu près en phase avec un environnement, avec vos attentes, les différentes choses que vous avez envie dans votre maison. Et puis après, il va s'assurer dans l'exécution que la maison vous soit livrée à peu près dans les temps, ce qui n'arrive jamais, mais en tout cas, il essaye. Et que tout se passe bien et qu'à la fin, toute la famille soit contente d'être dans cette belle maison. Et le produit, c'est un peu pareil, sauf que c'est sur des logiciels ou des applications. On le voit aussi dans d'autres secteurs, puisque le produit, avant de s'appeler Product Manager, c'est ce qu'on appelait des chefs de produits. Dans plein d'industries, notamment alimentaires ou dans l'hardware, tu as ce genre de fonction. Ça s'appelle chef de produit. Et donc, tu as une chef de produit de Magnum, par exemple, qui va décider de la prochaine saveur de glace qu'on va consommer cet été sur les terrasses. Voilà. En fait, ça arrive assez souvent que la tech emprunte à la vie réelle des mots et quand on est dans la tech, on finit par oublier leur vrai sens et il suffit de revenir à ça. Finalement, le product, le produit, c'est ça, c'est le cœur de ce qu'on fabrique finalement. Même si on bosse dans la tech, ça a beau être virtuel, on fabrique un truc et c'est ça que ça signifie le product, non? Ouais, et après, si on élargit, c'est un métier qui a évolué parce que il est arrivé au départ comme chef de projet pour faire en sorte que les ingénieurs et développeurs partent pas dans des gros délires de recherche et développement sans jamais sortir de fonctionnalités. Parce qu'évidemment, c'est plus stimulant intellectuellement de créer quelque chose de nouveau que d'itérer sur l'existant ou de maintenir un produit qui a déjà été développé. Donc, c'est eux qui s'assuraient de faire en sorte que les plans de route, roadmap soient tenus dans les temps. Mais en fait, c'est devenu un métier qui est extrêmement stratégique parce qu'aujourd'hui, sa fonction, c'est d'écouter et de prioriser les problèmes qui ont un fort impact. C'est d'être gardien d'une vision, donc de savoir dire non des équipes commerciales, des équipes marketing ou un comex de boîte qui veut faire plein de choses pour plein de raisons. Et puis, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que toutes les équipes bossent de manière coordonnée pour itérer de plus en plus rapidement sur des solutions ou alors de killer, comme on dit, de fermer des solutions qui n'ont pas trop marché, quoi. Ok. Et c'est un rôle beaucoup plus stratégique. Et malheureusement, tu as encore très peu d'entreprises qui savent utiliser ce métier à son plein potentiel et donc qui continuent à recruter des chefs de projet ou qu'ils ont appelé product manager ou product owner. Et donc voilà, une des parties de ma mission aujourd'hui en tant que cofondateur de Stellar, c'est d'accompagner les entrepreneurs à mieux utiliser les équipes produits dans leurs objectifs de croissance. Ok. Donc si on récapitule un peu l'IA là-dedans, ça va être mon cheat code ou mon super pouvoir. Le produit, ça va être ce que je fabrique. Donc, je sais pas, dans le cadre d'un jeu vidéo, ça va être le fait de finir le jeu ou de faire une super maison dans les Sims. Et le product manager, ça va être le chef d'orchestre, celui dont le métier, c'est de faire en sorte que tu arrives à fabriquer ce produit et que tu le fasses pas. Par exemple, typiquement, moi, quand je joue aux Sims, il y a des fois, mon objectif, c'était juste de faire la plus belle maison possible. Et d'autres fois, c'était de faire une carrière dans la police, je sais plus quoi. Et le product manager, c'est un peu celui qui va te rappeler ce truc-là, quoi, finalement, et faire en sorte que tu ailles là où tu veux arriver. Et t'as un petit garçon bien perspicace, Jérémy, parce que tu as tout compris. Très cher, on peut. Cool. Bon, du coup, vu que je suis perspicace, on va me faire grandir un peu. J'ai 18-20 ans, allez, 19 ans. Je suis au début de mes études et je viens faire un stage chez toi. Donc, alors là, l'intelligence artificielle, si j'ai 19 ans aujourd'hui, ça me parle vachement. Ouais. Peut-être plutôt, on va pas dire trop, mais par rapport à notre génération, à nous, beaucoup. Le product, peut-être pas encore complètement. Mais imagine que j'arrive chez Stellar où vous êtes, tu nous en parleras un peu après, une boîte où vous faites du product management au sens large du terme et que tu veux me sensibiliser un peu à ça et que je te pose moi finalement cette question et je te dis David, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'utilise de l'intelligence artificielle dans le produit ? Ouais. Okay. C'est une très bonne question et finalement pour m'aider, je pensais au David de 20 ans. J'y étais il y a quelques années. Et j'ai toujours été extrêmement curieux et je trouve que déjà c'est venu avec Internet et il y a un accès au contenu qui est
qui a été démultiplié. Bah, c'est incroyable. Moi, je continue à être un ado, tu vois, sur Internet parce que c'est ouf le nombre de choses que tu apprends. Et l'IA, encore pire, quoi. Enfin, moi, je suis rentré là-dedans. Tu vois, c'est difficile parfois d'arrêter d'apprendre. Mais la question, tu vois, pour moi, à 20 ans, c'est plus de se demander est-ce que je dois m'y mettre. C'est combien de temps je peux encore attendre avant d'être largué dans le monde du travail de demain. Parce que je pense pas que l'IA va remplacer complètement des métiers. Il y en a certains qui sont concernés, mais va remplacer des tâches. Et donc, c'est pas l'IA qui va te remplacer dans le monde du travail de demain. C'est des collaborateurs ou des entreprises qui en maîtrisent les outils. Donc, c'est un must. Tu peux pas ne pas faire. Et en plus, tu as zéro excuse parce que tu as des outils qui sont extrêmement accessibles, déjà en version gratuite et qui font énormément. Je pense à ChatGPT, évidemment. Et puis après, moi, je sais que nos équipes, ils ont accès évidemment, tu vois, à Claude s'ils veulent. Tu vois, on les encourage à utiliser différents outils et nos clients pareil. Donc, c'est un must. Et je peux pas me voir, tu vois, avoir des personnes dans mon équipe qui n'utilisent pas ces outils-là. Parce que je pense que tu as des gains entre 50 et 80% de productivité, quoi. Et moi, je le vis dans ma vie d'entrepreneur. Parce que mon métier, si j'étais, je sais pas si c'est possible, mais product manager stagiaire à 19 ans, que j'arrivais chez toi, Quelle chance. on va dire que je vous file un coup de main, Ouais. je vous suis partout, etc. Et mon métier, concrètement, ce serait quoi? Ton métier dans la plupart des entreprises aujourd'hui, ce serait déjà de faire en sorte en fait que ce qu'on appelle les specs, donc ce que tu demandes aux développeurs de développer en fait soit bien écrite. Si tu veux que tu sois un bon secrétaire pour les développeurs, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas besoin de beaucoup d'allers-retours entre les équipes techniques et les différentes équipes métiers ou les utilisateurs pour développer exactement la bonne fonctionnalité. Ouais. Ça, c'est le b.a.-ba. Le deuxième, c'est de réussir à tenir les délais. C'est une product, c'est des jongleurs professionnels, hein. Ils gèrent plusieurs projets en même temps. Ils ont des phases où ils écoutent des utilisateurs sur d'autres projets. Donc, tu as ce qu'on appelle du context switching. Tu changes de sujet très rapidement. Et donc, de réussir à être extrêmement bien organisé pour pouvoir gérer l'ensemble de ces projets en même temps. Et puis après, on va te demander le stratège. Et ça, jeune stagiaire product, c'est pas forcément ce que je vais te demander. Mais potentiellement, ce qui va t'intéresser dans ce métier, c'est qu'en fait, tu vas collecter un énorme nombre de feedback d'utilisateurs. Tu vas rencontrer beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clients de tes services. Et pour quelqu'un qui aime le contact humain, c'est passionnant, c'est extrêmement enrichissant. Et puis après, on va te demander de faire des investissements, de faire des paris en décidant de prioriser des solutions sur l'un ou l'autre des problèmes et de t'engager auprès de l'entreprise que ça va avoir un impact important. Et donc, pour des gens qui veulent être probablement entrepreneurs demain, c'est un métier qui est extrêmement riche. Souvent, moi, je me rappelle, il y a 10 ans, quand je commençais ma carrière, c'est souvent le métier de sales qu'on te recommandait à faire pour être un bon entrepreneur. Parce que, faut que tu vendes, quoi. Enfin, c'est une des premières raisons de survie d'entreprise, c'est qu'elle sait faire du chiffre d'affaires, quoi. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, je me demande si c'est pas être product. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un créatif, tu as accès à des outils très peu chers qui te permettent de développer les prototypes, de tester. Et ça te permet de faire beaucoup de choses, quoi. Après, il ne faut pas oublier de savoir faire du business ou de savoir vendre. Mais je trouve que c'est devenu une compétence qui crée un différenciant extrêmement fort sur le marché de demain. Génial. Trop bien. Et du coup, ça me fait brûler d'envie de te poser la deuxième partie de la question, c'est comment? On a rapidement évoqué ChatGPT, mais aller toujours dans ce concept-là, si j'étais, tu m'envoies sur une de mes premières missions, les premières semaines, et puis en fait, pour moi, l'IA, ça se résume pour l'instant à ChatGPT ou un ou autre LLM, mais en général, quand on découvre, c'est souvent par GPT. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Quels sont les... T'as 2-3 best practices comme ça, des trucs que tu utilises toi, d'ailleurs qui sont pas forcément des purs IA, mais Ouais. ta suite soft un peu que t'aimes bien et qui te permet aux gens qui nous écoutent de faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Ouais. Alors, nous, on travaille des CPO, donc des gens qui ont plus de 15 ans de carrière sur ce métier. Donc, c'est généralement eux qui m'apprennent des choses plutôt que moi qui leur apprends. Quoique aujourd'hui, on a
On accompagne suffisamment de boîtes pour avoir une vue macro que certains membres de nos équipes n'ont pas. Et donc, c'est là où on l'apporte beaucoup en tant qu'entreprise. Mais donc, j'ai très peu d'exemples, tu vois, de product stagiaires que je vais placer dans les entreprises. C'est pas ce qu'on fait. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est comment nous, on accompagne les entreprises ou des équipes produits à prendre en main l'IA. Et il y a pas mal de cas d'usage en fait où tu vas utiliser l'IA non pas par des agents spécialisés comme ChatGPT ou Claude que tu peux développer ou prompter. Tu vas passer par des outils qui intègrent ces fonctionnalités IA. Et par exemple, un des gros cas d'usage en ce moment pour les product managers, c'est d'utiliser des outils, tu as Cycle en France ou Product Board, qui sont des outils qui centralisent l'ensemble des feedbacks, des retours, des data, des interviews que tu vas avoir avec des utilisateurs et qui vont te permettre de tout de suite trouver des problèmes qui se répètent, de les justifier par des verbatims et donc de te simplifier incroyablement ta vie de product. Il faut dire, à une autre époque, tu te tapais des gros tableaux sur Excel ou sur Notion où tu retrouvais tous ces feedbacks-là et puis fallait te repérer là-dedans, quoi. Il y a un autre usage tu vois, qui nous est pas mal remonté, qui sont sur les data. Aujourd'hui, quand tu es product manager, si tu as de la chance, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui sont encore data-driven et qui utilisent des outils pour suivre les data autour de leurs produits, ça me surprend toujours, mais c'est pas. Enfin voilà, dans 80% des boîtes qu'on est auditées, il n'y a pas de product analytics ou de data. Et en fait, tu vas utiliser des outils comme Segment, comme Mixpanel ou Looker pour ceux qui s'intéressent à ça. Et aujourd'hui, tu vas importer des sets de données rien que dans des outils, tu vois, comme Claude.ai ou autres, qui vont te donner des résultats bluffants sur l'analyse de tes événements utilisateurs, des corrélations. Donc toi, tu peux déjà quand même faire beaucoup de choses avec ces agents IA. Et puis après, tu as des outils qui l'intègrent. Je pense aussi à Dust, par exemple, qui est une boîte française qui réussit très très bien dans le secteur, qui permet à des entreprises de développer leurs propres agents spécialisés sur leur propre base de données. Donc tu vas être un product, tu vas arriver dans une entreprise qui utilise Dust, tu vas pas utiliser ChatGPT ou autre, tu vas intégrer ces outils qui ont été déployés par ton entreprise, quoi. Trop bien. Ça me faisait penser à un truc beaucoup plus basique que ceux que tu as cités toi, mais Ouais. je me disais souvent moi quand j'étais stagiaire, au début on me demandait souvent de prendre des notes, d'être un peu le scribe en réunion. Et il y a un truc qui m'a changé la vie, moi, c'est les AI note takers, notamment que j'adore utiliser, qui s'appelle Fathom. Et potentiellement on pourrait dire ah ouais, mais ça va enlever la tâche du stagiaire, il va plus avoir de boulot, donc on va pas plus prendre de stagiaire. C'est là je me rends compte c'est pas vrai, parce qu'au contraire, le stagiaire, on va lui demander d'analyser, de travailler avec ce truc-là, et donc il va pouvoir s'affranchir de toute la partie chiante, pardon du gros mot, mais de prendre les notes bêtement et sans avoir besoin de réfléchir. Et c'est hyper intéressant parce que tu as un peu des porte-drapeaux de cette culture de l'écrit dans l'écosystème tech français. Tu as Alan qui passe tout à l'écrit et je trouve ça bien en fait qu'il y ait des sociétés comme Alan et d'autres qui partagent en fait leurs bonnes pratiques internes. Et aujourd'hui, pareil, tu n'as plus d'excuses. Tu peux enregistrer tous tes calls sous autorisation. Moi, je vois encore des boîtes qui n'utilisent pas de solution d'enregistrement de meeting, quoi. Et je trouve ça incroyable. Effectivement, quand tu vois le temps gagné, après, nous, on utilise une solution qui s'appelle Clap, CL2AP. Et voilà, et en fait, qui te prépare des synthèses de réunions en fonction de certains frameworks que tu peux décider. Donc, c'est un temps gagné immense. Ouais. Et puis moi, dans ma vie d'entrepreneur, tu sais, tu fais 12, 15 appels au meeting par jour. Je trouve que je vais encore faire l'avocat du diable, mais souvent une des peurs de l'IA, c'est oui, mais ça va enlever l'interaction humaine. Et typiquement, le note taker, c'est l'inverse. Je sais pas toi, mais moi avant, sur mes calls, j'étais concentré sur ma prise de notes. Parfois, je perdais le fil d'une réunion parce que j'avais raté une info qui m'intéressait. Et maintenant que j'ai mon note taker, je suis complètement focus sur mon interlocuteur. Et vraiment, mon échange humainement, il est beaucoup plus profond qu'avant. Non, c'est une évidence. Et puis le gain de temps que tu as, parce que tu valides davantage les objectifs, tu valides les deadlines dans une gestion de projet. On parlait de gain de productivité. Moi, je me vois pas gérer une boîte comme Stellar aujourd'hui à 2 fondateurs comme on le fait et 20 CPO sans ces outils. C'est même pas imaginable. J'aurais pas de nuit, en fait. Ouais, non, mais on en parlait la dernière fois, mais moi, je suis un jeune entrepreneur, mais je me dis souvent comment ils faisaient les entrepreneurs il y a 3-4 ans.
parce que tu peux maintenant être ton propre avocat, à une certaine mesure, bien sûr. Ça enlève rien à ceux dont c'est le vrai métier, mais être ton propre avocat, ton propre légal, ton propre, je sais pas moi, marketeur, etc. Tu peux Après, vraiment. c'est comme tout, c'est jusqu'à quel moment tu es prêt à prendre du risque. Par exemple, là, tu prends l'exemple du légal. Moi, c'est sûr, sur certains contrats, voilà, j'ai des templates aujourd'hui. Enfin, je vais valider des modifications avec ChatGPT. Mais c'est sûr que quand on passe à l'échelle, par exemple, nous, on a des droits intellectuels sur certains modules qu'on est en train de créer avec nos CPO. Bon, bah là, j'ai besoin de mon partenaire avocat, quoi. Enfin, Évidemment. donc, je pense que et on en parlera peut-être après, mais enfin, l'utilisation de ces outils un peu à la one again, ça marche très très bien sur du prototypage, sur un certain scope. Quand tu passes à l'échelle et que tu as des investissements très différents ou des prises de risques importantes comme dans le légal, là c'est toujours bien, tu vois, d'avoir une personne qui... Non, non, mais on se disait donc, moi je te disais sur le légal, ça nous permet de gagner un temps fou. Par contre, ça remplace pas des gens dont c'est le vrai métier. Ouais, en fait, le truc, c'est que l'IA, elle te fait gagner en productivité. Elle ne remplace pas l'importance stratégique d'avoir un accompagnement humain derrière. Moi, c'est là où on parle d'augmenter. Pour moi, ça augmente la collaboration humaine. Je dirais pas la relation humaine, parce qu'en fait, ça dépend comment tu utilises l'IA. Voilà. Potentiellement, si l'humanité le décide, on va tous finir derrière des écrans, des casques augmentés, ce que je ne souhaite pas. Mais en revanche, je vois bien dans mon exercice d'entrepreneur au quotidien de gestion d'équipe que l'IA, ça a optimisé la collaboration dans mon organisation et avec mes partenaires. C'est une évidence. Et ça a accéléré la collaboration humaine. Clairement. Ok. Alors, imaginons que tu m'as bien formé, du coup, j'ai fait un bon passage dans ta boîte et j'ai... La boîte. Grâce à toi, je suis CEO d'une boîte. J'ai maintenant 45 ans, 45-50 ans. Allez, on va dire 50 ans, comme ça je peux forcer un peu le trait. Ouais. L'IA, ça a l'air sympa, mais moi, c'est pas que j'y crois pas, mais enfin, j'ai pas encore compris le principe. D'ailleurs, le product, de loin, je comprends un peu l'ambiance, mais bon, moi, je travaille un peu. Je travaille comme j'ai toujours. C'est même pas à l'ancienne. Je travaille comme j'ai toujours travaillé. En fait, j'ai pas. Ouais. Je vais pas changer la façon dont je travaille depuis 20 ans. Parce que ChatGPT est sorti et que depuis quelques années, le mot product manager a l'air d'être à la mode, comme beaucoup d'autres mots l'ont été avant. Comment tu essaierais de me convaincre que il faut que je change ma façon de travailler, ou en tout cas que je m'adapte un peu plus? Ouais. Déjà, j'ai la chance d'échanger tous les jours avec des CEO de 45 à 60 ans qui ont des boîtes très différentes, qui ont des startups, des scale-up, mais aussi des boîtes qui développent du logiciel depuis 30 ans, qui font 10-15 millions de chiffre d'affaires, 10-15% de croissance par an et qui sortent très bien, qui sont sur des niches. Et généralement, et fort heureusement, c'est des personnes qui, mine de rien, ont vécu quand même suffisamment de crises ou de challenges dans leur vie entrepreneuriale pour être au courant que cette vague-là, ils vont devoir la prendre, quoi. Bah, tu vois, c'est comme les surfeurs. Hein. À un moment donné, tu laisses pas passer les vagues. Et c'est pas pour rien, tu vois, que tu vois, des outils AI ont fait plus d'utilisateurs en 5 jours qu'en un an sur certains réseaux sociaux. Donc, c'est une évidence pour toi. Et si ça l'est pas, en fait, c'est hyper simple pour toi. Regarde les cas d'usage qui réussissent autour de toi. Et c'est assez facile. Nous, tu as suffisamment de podcasts maintenant, comme le tien, qui parlent autour de l'intelligence artificielle et qui mettent en exergue des exemples, des preuves que l'IA rapporte du business et permet à des entreprises de se développer. Pour moi, c'est un axe de compétitivité forte parce qu'aujourd'hui, l'IA nivelle le niveau autour de la tech. Pendant des années, on a construit et défendu la compétitivité dans l'entreprise sur sa base technologique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et tu en as l'exemple sur l'IA, en fait. Tu vois, ça a coûté 100 millions pour développer ChatGPT. DeepSeek est sorti, concurrent chinois, ça leur a coûté 6 millions. Et là, la semaine dernière, je disais que des chercheurs Stanford ont développé des modèles aussi performants pour 50 balles. Enfin, tu vois, donc c'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Et justement, moi, j'apprécie beaucoup accompagner des dirigeants de PME Tech qui sont au courant qu'il va falloir prendre en main l'IA
Et c'est une formidable occasion de revoir ton organisation tech. Et comment je fais? Enfin, c'est même pas tellement comment je fais, parce que la question est trop large et en plus, on n'a pas mis de contexte, donc c'est pas impossible. Mais c'est plutôt par où je commence. Je te dis, OK, OK David, bon d'accord, OK, tu me mets le doigt dessus. J'en avais conscience, j'étais en train de procrastiner ce truc-là, mais allez, vas-y, je vais m'y mettre avec Stellar. Je fais comment? La pire erreur que tu pourrais faire, c'est de voir trop gros et de vouloir tout changer d'un coup. Nous, on est partisans du Dream Big, Start Small. Et tu vois, il y a une étude qui a été faite par des copains Moza sur la French Tech qui ont étudié un peu tous les cas d'application de l'IA dans les boîtes tech de référence françaises. Ils commencent tous par des petits cas d'usage, voire des cas d'usage en interne. Tu vois, je pense qu'il y a 3 échelles pour un CEO pour penser sa stratégie IA. Tu as la partie marché, où ton rôle, c'est d'être à l'avant-garde de ce qu'on fait sur l'IA pour ton marché. Et si c'est pas toi qui formera tes clients, c'est tes concurrents. Le deuxième, c'est ton équipe en fait. Donc c'est de former tes équipes, mettre en place des process. Et si tu le fais pas, c'est pareil en fait. Tes employés vont se former eux-mêmes, ils vont toucher. Il y a 80% des employés qui l'utilisent au quotidien dans ces entreprises-là. Et pas parce qu'on leur a demandé, parce qu'ils s'intéressent à ça. Et que dans nos vies quotidiennes, on est tous utilisateurs, ou énormément de gens qui bossent dans des entreprises sont utilisateurs de ChatGPT. Et là, le risque que tu prends si tu le fais pas, c'est ce qu'on appelle le shadow AI. Ce qu'on avait, c'est que en fait, tu te retrouves à avoir des employés collaborateurs qui utilisent tes bases de données pour simplifier leur vie au quotidien. Il y a des enjeux de sécurité qui sont énormes. Et puis le dernier, c'est ton produit. Et là, sur ton produit, pour moi, il faut que tu t'en discutes avec ton équipe tech et avec ton équipe produit, et puis d'identifier des cas d'usage qui sont assez simples à mettre en place et sur lesquels tu peux t'entraîner, itérer. Ouais, je pense que comme ça que je ferai. Et comme chaque projet, en fait, de définir des timelines, des deadlines. Je redis un terme anglais, mais c'est pas grave. On met plus un prêt, là. On met plus un prêt. Exactement. J'essaie de me corriger là-dessus, mais c'est compliqué. Et des objectifs mesurables, précis. Et comme ça, c'est comme ça que tu peux te permettre en fait d'arrêter un cas d'usage qui fonctionnerait pas, ou une utilisation de l'IA qui fonctionnerait pas, et au contraire de motiver, d'engager tes équipes autour d'un objectif commun sur un premier usage IA. OK. Et là, si je te demandais presque sur un ton un peu plus perso, en me disant OK, cool David, mais moi j'ai un espèce de syndrome de l'imposteur, parce que à titre perso, je sais pas trop par où commencer. J'ai demandé à ChatGPT 2-3 fois comme quelque chose que j'aurais demandé sur Google. T'as un ou deux conseils pour moi, à titre personnel, pour rentrer dedans, pour comprendre un peu ce qui se passe? Déjà, l'accès est gratuit pour un premier usage. Donc là-dessus, il n'y a pas d'excuse. Il suffit de créer un compte sur ChatGPT ou d'autres agents de ce type-là. Et je pense que le premier truc que je te recommanderais, c'est d'apprendre le principe clé de comment tu parles en fait à cet outil. Et c'est ce qu'on appelle prompter. On a des prompt engineers qui sont des professionnels pour donner des ordres ou des consignes à ces machines. Tu n'as pas besoin de ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas optimiser ta précision de rendu de la machine de 30 à 50% en sachant lui parler correctement. Et lui parler correctement, c'est lui donner un contexte, un rôle et des précisions en fait sur ce que tu attends. Par exemple, quand tu vas par exemple préparer un email ou autre, quelle tonalité tu recherches. Enfin, voilà, tu donnes des éléments de contexte qui permettent d'optimiser sa précision. Et déjà là, en fait, le rendu est bluffant. Tu vois. Et puis après, si tu lui donnes une base de données, je sais pas sur quel usage personnel tu pourrais faire ça. Non, mais j'allais te dire, la plupart des gens qui commencent timidement, ils font les cas d'usage que je vois. Je sors 2 secondes de mon rôle, c'est faire corriger un mail ou faire traduire un mail. Ouais. Ça, c'est le truc le plus courant. Mais si tu devais... Donc, imagine que voilà, je suis CEO, je te dis non, mais c'est bon, je l'ai déjà fait, je sais comment ça marche. L'autre jour, j'ai fait traduire mon mail en anglais, ou j'ai fait corriger mes fautes d'orthographe. Qu'est-ce que tu me pousserais à faire finalement pour que j'ai ce déclic, pour que je comprenne? Après, c'est un usage personnel que je fais. Je pars du principe que toute relation humaine, c'est du miroir, quoi. On apprend à collaborer ensemble, et ma façon de vivre la réalité est pas unique.
comment je le mets en application et par exemple dans ma vie avec d'associés, c'est d'éviter de réagir à chaud et de prendre de la distance par rapport à une conversation, par rapport à une opinion qu'on m'a donnée, un avis. Et je trouve que ChatGPT t'aide vachement à prendre de la distance et à donner un autre angle de vue qui te permet d'assainir en fait ou une relation. Et je vois quand même beaucoup d'employés, de collaborateurs qui sont frustrés de ce qu'ils vivent au travail, qui n'arrivent pas à exprimer leurs attentes, leurs nécessités. J'ai coaché avant qu'on conseille des boîtes à faire du produit, on a mentoré et coaché beaucoup de ces gens-là de ce métier. Donc j'ai vu beaucoup de frustration dans ce métier-là, qui était souvent incompris. En fait, ça t'aide à mieux exprimer ton besoin. Tu vois, on parle de communication violente, non violente, et parce que tu as un noble point de vue. Et donc, moi, je trouverais un formidable, je vais y arriver au bout de ma pensée, mais un formidable usage, par exemple, c'est, j'en sais rien, tu as un problème de communication avec un ou une collaboratrice, un manager, et prends son point de vue, décris comment est cette personne, décris toi comment tu es et dans quel contexte tu es et qu'est-ce que tu aimerais. En plus, avec le vocal, tu peux y aller à fond sur tes frustrations et tout ça, passe pas à l'écrit, et puis après, tu dis, comment tu aborderais cette situation et fais-moi voir les choses différemment. Et ça, tu peux le faire. Enfin, ouais, je vais sortir de mon rôle parce que j'adore cet exemple. Je trouve qu'il est extraordinaire. Mais en effet, je me dis, si tu es un noob de l'IA, ou même d'ailleurs, si tu utilises ça, tu n'y penses vraiment pas. C'est le genre de choses où ça te traverse pas la tête et par contre, ça te traverse pas l'esprit. Et par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. À la fois, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire, tu vas prendre. Certains diront que c'est vertigineux, mais tu vas prendre conscience de tout ce que tu peux faire. Mais en plus, l'usage, quand tu es manager, souvent tu es isolé. Surtout si tu es CEO, on parle de la solitude du dirigeant. Et du coup, pouvoir confronter en disant j'ai telle personne dans mon équipe avec laquelle je me suis engueulé ou qui va me demander une augmentation, je sais pas trop comment. Et souvent, tu es hyper démuni face à ça, en fait. Et dans l'autre sens, effectivement, manager, ça marche très très bien aussi. Ouais. Et surtout qu'on on est dans des sociétés ou des entreprises qui doivent toujours aller plus vite. Après, doivent, j'en sais rien, c'est le choix de société qu'on a fait. Donc, avoir un endroit où si tu apprends bien à parler à cette machine et que tu es à l'aise, ça te permet de prendre un peu de recul et de transformer ta manière d'aborder ta relation avec tes collaborateurs. Pour moi, c'est un asset unique, déjà personnel. Mais après, dans une organisation, et nous on le voit, on en accompagne des dizaines tous les mois, la collaboration des équipes, la relation entre associés, entre les managers et leurs équipes, c'est souvent ce qui fait marcher ou pas marcher une boîte. Clairement, oui. Donc voilà, c'est comme ça que j'utiliserais. J'ai même envie de revenir sur une pause pratique là. C'est-à-dire que si on parle à cette personne, littéralement, tu as parlé du vocal, ça simplifie encore plus la donne, je trouve. Et littéralement, pas à pas, ce truc-là, on est sorti un peu du product, mais tu parlais de prompt tout à l'heure. Comment je fais sur GPT? Qu'est-ce que je lui dis? Quels éléments je lui donne pour que, je sais pas, on va dire, je suis manager, j'ai un bilan annuel qui vient de se passer avec une demande d'augmentation à laquelle je vais pas pouvoir répondre. Ouais. Et je sens que le lien est abîmé, voire pas loin d'être rompu. Ok. Je vais lui dire quoi à GPT pour qu'il m'aide à réfléchir à ça? Je prends un exemple très personnel, je ne sais pas si c'est celui qui est optimal. Donc pour les pros de l'IA, je serais ravi d'avoir vos retours. Moi, comment j'utilise à titre personnel, c'est que quand j'ai une situation de ce type, j'aime bien aller chercher sur GPT, Mistral ou autre des concepts. Donc je vais souvent lui dire, écoute, je suis dans cette situation. Est-ce que tu as des études scientifiques ou des rapports ou des concepts managériaux, par exemple, qui sont tirés de bouquins, tu pourrais me mentionner. Et donc, je lui demande, et puis après, je lui demande de deep dive sur les uns ou les autres qui m'intéressent. Et puis, souvent, je lui dis, comment je peux actionner ça dans mon entreprise ou à titre personnel. Une fois que j'ai ça, généralement, j'ai un bon cadre de vue, je vois les actions que je peux mettre en place ou pas mettre en place. Et après, ce qui va être... ce que j'aime bien, c'est demander à ChatGPT quelles sont les questions que je devrais me poser pour voir la situation différemment ou pour mieux formuler ma nécessité ou mettre en place cette action-là. Et je trouve que ces questions, elles sont formelles. Et souvent, on le dit dans le coaching,
quelqu'un qui va coacher une autre personne, c'est pas les réponses qu'elle va donner qui vont changer la vie de cette personne. C'est la bonne question qu'elle va poser au bon moment. Et en fait, c'est ça la puissance, je trouve, de l'interaction que tu peux avoir avec la machine. C'est qu'elle va te donner à un moment donné 10 questions. Et il y en a parfois les 10. Voilà, c'est bluffant. Et tu dis, waouh, il faut que je réponde à ça. Et donc, tu vas prendre des minutes et des heures de réflexion sur le truc. Donc, tu vas voir une perspective différente. Et donc, ça, je trouve ça extrêmement riche. Et puis après, c'est là où tu peux l'utiliser, c'est dire, bon, ok, je sais ce que je veux formuler. Je connais un peu les concepts clés sur les principes, comment il faut respecter. Je connais les actions que je peux mettre en place. Maintenant, voilà comment est mon manager ou ma manageuse. Voilà ma perspective, voilà ses objectifs. Voilà son tempérament. Voilà ses attentes. Voilà ce qu'elle m'a formulé. Vas-y, mets les emails dans le chat GPT ou les Slack. Et puis dis, comment tu t'y prendrais? Comment je dois adapter ces actions par rapport à ce persona-là, tu vois? Et là, tu as une vue globale. Incroyable. Et en plus, ça va me forcer à faire l'exercice. Forcer à préparer. Ça va m'aider. Non, mais ça va en plus me forcer à me mettre dans les baskets de mon interlocuteur. Parce que je vais être obligé de récapituler son point de vue, peut-être commencer un peu à le comprendre. Tu prends une distance émotionnelle. Déjà, tu passes à l'écrit ou au vocal. Donc, tu mets ça dans le chat que tu as avec la machine. Et puis, donc, le moment où tu vas être en interaction avec l'individu concerné, c'est comme si tu t'es déjà fait plusieurs fois la conversation. Et plutôt, mais j'ai quand même vu souvent des gens frustrés dans leur cadre de travail. Et puis, finalement, tellement frustrés, tellement en colère, qu'ils ne sont plus que dans l'émotion. Et donc, ils ont beaucoup de mal à formuler ce qu'ils attendent vraiment de l'autre. Complètement. Et donc, t'es là face à ton manager ou inversement, t'es frustré de ton collaborateur ou ta collaboratrice. Et voilà, tu n'es que émotion, tu n'es que à râler parce que l'autre personne n'atteint pas les objectifs que t'attends. Alors que là, voilà, ça te crée un cadre de conversation qui permet à l'un et l'autre de voir comment tu peux te réaligner et faire en sorte que la collaboration marche bien, quoi. Ou de lui poser les bonnes questions. Ouais, complètement. C'est un formidable outil extraordinaire ce use case. On a un peu sorti de la thématique de base, mais je trouve hyper intéressant. Et tu vois, pourtant je le fais un peu, mais j'y avais jamais pensé comme ça. Trop cool. Écoute, on a fait un bon petit tour, et puis de toute façon, vu qu'on fait que de sortir des cases, autant qu'on aille sur du concret. C'est le moment où je vais te demander de nous parler un peu de toi. Donc bon, Ouais. là, je te connais un peu, mais t'as déjà eu pas mal de vies différentes, t'as des expériences hyper intéressantes. Moi, ce que j'aime bien poser comme question à mes invités, c'est quel a été ton chemin? Comment t'es passé de... je vais peut-être pas te demander de partir de tes 10 ans, et encore que si tu crois qu'il y a des choses intéressantes, avec plaisir. Mais comment t'es passé de ce jeune David à celui que t'es aujourd'hui? Et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Et peut-être en faisant un petit zoom sur ce que tu fais aujourd'hui. C'est intéressant comme perspective. Alors, je vais pas ennuyer ton audience avec mon enfance, mais je viens du fin fond de l'Alsace, d'un village où c'est finalement être à peu près bon à l'école qui m'a aidé, et puis toujours très curieux. Donc, c'est ce qui me rend peut-être explorateur de cet écosystème tech. Où tu dis, effectivement, j'ai eu plusieurs vies. C'est surtout que j'ai touché à pas mal de choses. Donc, je fais une classe préparatoire, je suis entré en école de commerce, j'ai eu la chance d'être président d'une asso magnifique. Donc, tu vois tout de suite des responsabilités à 22 ans, tu gères un budget qui était assez important à l'époque, voilà, dans un gros événement sportif. Donc, je pense que ça m'a donné envie. Moi, c'est le moment aussi où je reconnectais un peu avec mon histoire, mon passé. Je tombais dans une école de commerce. Tu as quand même principalement des gens qui ont de familles qui ont plutôt réussi. Moi, je viens de la classe moyenne, donc il fallait que je trouve mon rôle. Et j'ai connecté avec l'histoire de mon grand-père qui était assez discret, qui a monté une entreprise locale. Tu vois, et donc me dire que voilà, c'est bon, je suis pas le seul à avoir des envies entrepreneuriales dans ma famille. Et puis j'ai débarqué dans le monde du venture, un premier stage où j'ai eu la chance d'avoir des gens assez inspirants. Puis moi, je me suis rendu compte que rester dans un fonds d'investissement VC me correspondrait pas, parce que c'est un rôle attitré, t'as une croissance de responsabilité qui est assez cadrée dans le temps, et donc j'ai compris que
il allait falloir que je m'oriente vers la vie entrepreneuriale très très tôt. Et c'est là où j'ai réussi à combiner les deux par une rencontre, où j'ai rencontré Balthazar et Charles, qui sont les deux cofondateurs d'Angel Square, avec qui on s'est rapidement associé avec une autre personne. Et on a développé une entreprise dont l'objectif était d'aider des fondateurs à trouver leurs premiers investisseurs, à gérer leur première levée de fonds. Donc, t'imagines un moment extrêmement stimulant, beaucoup de responsabilités, parce que beaucoup de fondateurs ont joué leur vie, dans un écosystème 2015-2016, où l'investissement business angel, premier fonds early stage, était déjà existant, mais pas complètement organisé comme aujourd'hui, quoi. T'avais quel âge là? Là, j'avais 24 ans, 25 ans. Waouh. Et dont mon métier était de faire en sorte de convaincre un maximum de fondateurs de nous faire confiance pour rencontrer leurs investisseurs, de les cadrer. Et donc, tu tombes à 25 ans à donner des conseils sur ton expertise, qui est comment gérer cette opération-là et ce process, à des gars qui ont 35, 45 ans, voire plus. Donc, extrêmement intéressant. Première année, on a fait plus de 90 opérations de levée de fonds. Donc aussi à une échelle où il a fallu jongler très fort. Et à 25 ans où il faut que tu convaincs des business angels qui ont eux 50, 60, voilà, qui sont des entrepreneurs qui ont déjà réussi. Il faut que tu les convaincs de vouloir bien investir dans une opération qui est assez risquée. Donc ouais, ça a été un cadre d'apprentissage extrêmement riche pendant 5 ans. Et pour plein de raisons, moi, tu vois, j'ai géré plus de 150 opérations, formé une quinzaine de jeunes. Il y a un moment où j'ai eu envie de faire autre chose. Et j'ai eu la chance de monter un club d'investissement avec un des business angels que j'avais amené dans la communauté, avec qui on a défini une stratégie d'investissement qui me parlait particulièrement, qui me tenait à cœur, qui est la Green Tech. C'était il y a 3 ans et demi. On n'avait pas encore des fonds qui s'étaient vraiment spécialisés sur le secteur. Mais moi, ce que je voyais dans ce secteur-là, c'est que tu avais déjà une réglementation qui était à l'avantage des boîtes technologiques qui se plantaient. Deuxièmement, un intérêt presque vital, en fait, de faire en sorte de mettre de l'argent dans ces boîtes, de créer des nouvelles technologies qui nous aident potentiellement à survivre sur cette planète. Et puis aussi, tu vois, l'investissement, c'est investi dans l'espoir que dans 8-10 ans, tu revends tes parts avec une plus-value assez significative, vu que c'est extrêmement risqué d'investir dans le venture capital. Et donc, c'est des boîtes qui souvent se font racheter par des corporates ou des grandes entreprises assez vite, parce qu'elles ont un avantage technologique sur lesquels ces entreprises-là n'investissaient pas. Et voilà, et donc belle aventure, on a investi en 12 startups, on a déployé 3 millions. Et voilà, je croise les doigts, mais on a eu la chance de sélectionner des dirigeants et des dirigeantes passionnants. On a plusieurs boîtes comme Green Got, FinTech Green, enfin tu vois, qui Beaucoup de lumière dans l'actu en ce moment. Ouais, et puis Maud fait un travail incroyable d'évangélisation sur le sujet. On a investi dans une boîte comme Neolith qui est là en train de faire une très belle opération qui transforme des déchets de la construction en béton décarboné. On sait que la construction, c'est un des premiers secteurs polluants, tu vois, dans nos économies. Ouais, et puis c'est des histoires, j'en ai plein. Il y a plein de ces dirigeants qui m'inspirent. Donc très content de les soutenir. Et puis voilà. Et après, j'ai fait la rencontre de Timothée, qui montait 2 milliards dans le product, qui m'a fait rencontrer des CPO. Et moi, je me suis dit, mais c'est incroyable. On est en train de m'expliquer une logique pour rendre rentable une boîte tech, c'est-à-dire un système qui fait que normalement, si je priorise le bon problème, j'arrive à coordonner une équipe pour développer des fonctionnalités dans le temps. Et en plus, j'itère sur des objectifs que je me donne, et ça me permet de soit killer une fonctionnalité qui marche pas, soit décider de réinvestir dans une fonctionnalité qui marche. J'ai dit, ça fait 6 ans que je fais lever des startups sur des levées entre 500 000 et 5 millions d'euros, et c'est la première fois qu'on me raconte ça. Et donc c'est là où j'ai découvert le product, et voilà. Et aujourd'hui, on a une boîte qui a 20 Chief Product Officer qui travaillent dans des boîtes entre 50 et 500 personnes sous forme d'audit, de mentoring en part-time. Et on commence à avoir des superbes histoires avec des boîtes tech. On voit un peu le parcours. Puis pour moi, c'est un petit honneur quand même, parce que chez Stellar, vous avez donc avec ton associé Timothée un des podcasts qui cartonne en ce moment. Donc pour moi, petit podcast tout jeune, c'est cool de t'avoir. C'est très gentil. C'est un travail de discipline
Et j'ai la chance d'avoir un associé qui est très discipliné, très rigoureux, qui a eu très tôt la conviction que fallait déployer du contenu francophone sur cette expertise-là. Et ouais, on en est très fiers. D'ailleurs, on a lancé la chaîne YouTube aujourd'hui, tu vois. Ah, cool. Donc c'est un moment aussi assez sympa. Du coup, il y a quelques semaines quand on diffusera celui-là. C'est tard. Ok, trop bien. Trop bien. Quel parcours, ouais, c'est hyper inspirant. Et puis on voit le cheminement finalement entre ce que tu as fait, enfin l'école, le chemin, l'école de commerce. Et puis, je voulais te poser une question, mais j'avais pas envie de te couper. Encore une fois, les VC, le venture capital, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. Avant, j'avais vaguement entendu le mot, mais je comprenais pas trop. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais le vulgariser un tout petit peu si on revient Ouais. au Jérémy qui a 10 ans, tu vois? Ouais, bien sûr. En fait, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui font de l'argent et qui savent pas quoi faire de cet argent. Donc, tu as plein de moyens de l'investir. Tu vois, tu peux mettre ça dans les assurances vie ou tu vas investir sur les marchés boursiers. Et tu as des transactions privées qui se font où tu vas investir en direct dans des entreprises ou alors tu vas investir dans ce qu'on appelle des fonds qui sont gérés par les professionnels et qui ont des stratégies d'investissement, qui vont investir soit sur différents secteurs, sur différentes maturités d'entreprise ou des différentes technologies ou géographies. Voilà. Donc chacun développe sa stratégie, te convainc en disant que c'est sur cette stratégie que tu vas faire le plus d'argent et donc tu vas pouvoir investir dans ces fonds. Et si tu veux, tu as deux catégories de fonds. Tu as les catégories des fonds de private equity, donc qui ont tendance à investir sur des sociétés plus matures et dans tous les secteurs, pas forcément technologiques. Et puis, si tu veux, tu as le petit poussé parce que finalement, ça représente très peu. C'est 10-12 milliards d'investissements. Donc, ça paraît gros pour un entrepreneur qui lève 1 million. Mais à l'échelle du VC, alors j'ai pas envie de dire des erreurs dans les chiffres, mais c'est vraiment un petit poussé, quoi. 10 milliards, c'est pas grand-chose par rapport aux montants qui sont investis dans ces entreprises, dans tout type d'entreprise de cette manière-là. Et donc, tu as les fonds de venture capital, de capital raise. Donc, tu as des gestionnaires qui sont connus sur la place. Tu as des gestionnaires comme Partech, comme Alven, ou Serena Capital, Brega. Enfin, voilà, chaque fonds, chaque gestionnaire, société de gestion a un peu sa stratégie, sa marque, ses entrepreneurs phares. Et j'ai à investir dans ces sociétés start-up. Des tickets entre 500 000 euros et puis pour les plus gros, ça va 10, 20, 30 millions d'euros qui sont investis. Et donc, dans le monde, si j'essaie de comprendre le monde de l'investissement, la différence entre qui veut être mon associé, c'est quoi? C'est les investisseurs, c'est Business Angel, ouais. C'est les business angels. Et du coup, quand ces gens-là, ce qui est d'ailleurs parfois leur cas, se groupent entre eux, on a ce qu'on appelle des clubs d'investissement, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Exactement comme on l'a créé avec mon associé, ouais. Donc, en fait, tu as un écosystème qui était... comment dire, être business angel, généralement, c'est très complexe. Enfin, ça a été longtemps très complexe parce que soit tu étais connu dans le secteur, soit tu avais fait fortune et tout le monde le savait, donc tu avais des deals dans lesquels tu pouvais investir. Mais généralement, tu vois, pour aujourd'hui, investir en direct dans une startup, si tu n'as pas une expertise particulière à partager ou un lien personnel avec le ou la fondatrice, c'est compliqué de pouvoir investir parce que le marché s'est professionnalisé, tu as de plus en plus de sociétés de gestion ou de groupes d'investisseurs qui investissent. Généralement, le ticket minimum pour entrer dans une startup, c'est 15 000 euros, quoi. C'est pas à la portée de tout le monde. Surtout qu'il y a un gros conseil à donner pour tous ceux qui s'intéressent dans l'investissement en capitaliste, c'est la logique de diversification. Tu l'as au même titre que quand tu investis sur les marchés financiers. Donc ta stratégie dans le capital risque, ça ne doit pas être tiens, j'investis en 1 ou 2 boîtes et je vais faire fortune. Non, ça veut dire que tu vas investir 10, je ne vais pas donner de conseil d'investissement, mais il faut que tu investisses une part raisonnable de ton patrimoine et que tu la divises sur 20-30 boîtes, quoi, dans l'idéal. Et c'est comme ça que tu diversifies ton risque, quoi. Et donc, c'est un marché qui a été longtemps très inaccessible pour des entrepreneurs qui ont plutôt réussi, des dirigeants execs qui ont réussi. Et puis, il y a ces clubs d'investissement qui se sont montés. Et aujourd'hui, tu en as des très connus. Et puis, tu en as des plus discrets qui sont nichés sur un secteur ou qui sont sur un réseau de taille limitée. Tu vois, par exemple, nous, on a 30 dirigeants, tu vois, des entreprises de l'agroalimentaire, de l'industrie ou de l'énergie qu'on connaît très bien avec mon associé. Et on ne cherche pas à faire grandir davantage ce club. On est content d'investir ensemble, on est en confiance. Ouais, et puis après, tu as d'autres clubs plus connus qui sont dans une démarche de croissance, qui ont 500, 2000 membres. Voilà.
Et à une époque, on avait des plateformes de crowd equity, donc ces plateformes d'investissement qui permettaient à tout particulier à partir de 1000 euros d'investir dans les boîtes. Et ça n'existe plus? Si, ça existe. On a une très connue qui est Crowdcube en Europe, qui a des deals plutôt bons. Il me semble que tu as SoWeFund qui existe encore, qui s'est rapproché récemment de Founders Future, qui a été monté par Marc Ménazet. Donc voilà, ça te permet de toucher un peu aux ventures. Ce qui est évident, c'est que soit les sociétés qui passent par ces plateformes-là, souvent ont un intérêt à être vues, connues de beaucoup de gens. Donc tu as des sociétés souvent B2C qui viennent lever sur ces plateformes. Mais tu vois, quand tu as un logiciel software B2B de ta entreprise, tu n'as pas forcément intérêt à partager à tout un marché ou toute une communauté tes chiffres. Voilà. Et donc, tu vas être beaucoup plus discret et tu vas lever avec des professionnels. Donc, tu ne retrouves pas toujours ces deals sur ces plateformes d'investissement. Et c'est souvent les deals qui réussissent plutôt bien, quoi, justement. Parce qu'ils sont un peu plus confidentiels. Ok, Ouais. trop bien. Trop cool. Écoute, ça nous amène à la dernière question. Tu as donné quelques indices. Enfin, d'ailleurs, je sais pas, parce que quand on m'a pas préparé le podcast, je sais pas où est-ce que tu vas aller. J'ai ma petite idée en tête, mais la dernière question, c'est une question sur l'impact. Comme c'est un sujet qui est hyper large, moi j'ai pour habitude de partager ma vision, enfin la vision qu'on a développée chez The Tech Nation. Moi j'ai coutume de dire que l'impact, c'est finalement le fait de s'efforcer à titre individuel ou entrepreneurial, en ayant un impact positif sur son écosystème, et je considère que ça peut être social, sociétal et ou environnemental. Et on a développé un truc donc on appelle la théorie des curseurs, tu sais, ça veut dire pousse à fond le curseur sur lequel t'es bon et puis essaye de surveiller les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime au quotidien? Est-ce que tu t'efforces d'essayer d'avoir un impact sur tel ou tel aspect dans ta vie? Tu as parlé un peu de green tech tout à l'heure, c'est quelque chose d'important pour toi? Ouais. Et tu sais, la notion d'impact, elle est présente depuis le moment où j'ai entamé ma carrière. C'est un terme qui veut tout et rien dire. On y met tout ce qu'on veut. Ouais. Pas pour rien qu'on parle de greenwashing aussi dans le secteur green tech ou dans d'autres. Et puis en même temps, tu vois, quand tu me parles d'impact, il y a une forme d'humilité qui me vient, parce que je me dis, à partir du moment où tu commences à pouvoir penser à l'impact que tu as sur le monde, c'est que tu es quand même déjà bien loti, quoi. C'est-à-dire que pour moi, déjà, l'impact à avoir au quotidien, c'est sur ma vie personnelle. Tu vois, respecter mon corps, ma discipline, enfin voilà, mon quotidien. Puis après, c'est tes proches, tes associés, les personnes qui sont autour de toi, qui t'entourent. Et avec un set de valeurs que j'ai défini, qui me correspond, des attitudes aussi, des comportements que je cherche à avoir. Et puis après vient potentiellement l'impact que je peux avoir sur le monde, tu vois. Donc, il y a quand même déjà pas mal d'étapes, mais parce qu'il faut de l'alignement. Parce que je vois aussi beaucoup de gens qui pensent, tu vois, à l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde, qui se donnent une mission extraordinaire, et au final, les fondamentaux sont un peu perdus, tu vois. Et donc, tu peux avoir des gens qui sont extrêmement inspirants sur l'impact, et tu vas avoir des gens autour d'eux qui disent ouais, mais c'est un salaud. Enfin, tu vois, ou c'est quelqu'un qui respecte pas des valeurs fondamentales, quoi. Donc, moi, déjà, les premiers steps d'impact que je cherche à avoir, c'est ça. Et puis après, c'est les choix entrepreneurs que j'ai fait. Si tu regardes Stellar aujourd'hui, on accompagne des boîtes tech à être leaders de leur catégorie et qui ont comme slogan de changer la vie de leurs utilisateurs. Soit parce que tu vois, ils vont permettre à leurs utilisateurs de faire des choses plus rapidement, ou soit parce que ça va changer leur vie, ils vont accéder à des opportunités auxquelles ils accédaient pas avant. J'essaie d'être suffisamment large. Dans les investissements que j'ai pu faire, on investit qu'en green tech, donc pas dans d'autres choses, parce que voilà. Et puis moi, j'ai décidé d'investir 100% de mon argent dans ce secteur-là. Ouais. Green tech, même si ça parle comme ça en termes Ouais, de mots, tu c'est peux vrai nous que le c'est- définir un peu? c'est- Non, mais tu vois, au moins on aura défini plein de termes, ça aurait été... Ouais, green tech, en fait, c'est toutes les technologies qui vont nous permettre de rendre plus viable, plus durable, 3 pans de l'économie. Hein, peut-être il y en aura d'autres, mais 3 pans de l'économie qui sont importants, qui sont pour moi tout ce qui est autour de l'énergie, de la consommation, de l'alimentation et je me perds, alimentation, énergie et l'industrie. Donc tout ce qu'on va consommer, donc voilà. Et dans l'industrie, je mets la construction, je mets la mobilité, les transports et je mets la santé, tu vois.
tout ce qu'on va consommer. Et c'est ce qui nous permet de faire en sorte qu'on ait moins d'impact sur l'environnement. Et je parle pas que d'émissions carbone, hein, je parle de pollution. Enfin, il y a plein d'industries qui ont extrêmement de pollution chimique dans les sols. Tu vois, on est 98% de Français à avoir des problèmes de santé liés à la pollution. Donc c'est aussi ça, c'est comment je respecte la biodiversité et l'humain tout en faisant en sorte que nos sociétés qui dépendent de ces économies-là survivent, quoi. Ok, trop bien. J'ai peut-être faire une formation. Non, mais c'est un bon mot de la fin. Et puis quand on en parle bien, c'est que c'est des sujets intéressants. Trop cool. Écoute, on a fait un bon petit tour. Je crois que ça va, on a réussi à parler un peu de product, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'on a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Ouais. On a parlé de... Bon, on va pas refaire un sommaire maintenant, mais c'était top de t'avoir. Merci pour tout. Merci Et à puis, toi. on peut dire que avec ce soleil derrière, ça nous donne encore plus le sourire. Exactement. Merci à vous qui nous avez écoutés sur The Tech Generation. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Il a été coproduit avec Palmbox Agency, notre partenaire. À très vite.